Et on en parle tout de suite et de comment lutter contre les inégalités. C'est le grand angle de ce vendredi 4 juin. À 31 ans, il a reçu le prix du meilleur jeune économiste, décerné chaque année à un Français âgé de 40 ans maximum par le Cercle des économistes et le quotidien français Le Monde. Xavier Jarvel, vous êtes professeur à la London School of Economics. Vous travaillez sur la relation entre l'innovation et les inégalités qui se creusent. Bonsoir et félicitations. Bonsoir, merci beaucoup. C'est une consécration, ce prix ? Oui, c'est un grand honneur et c'est aussi et surtout l'aboutissement d'un travail d'équipe. La recherche moderne, elle se fait toujours en équipe et aussi de manière très internationale. Moi, j'ai des co-auteurs en France, mais aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Russie. Donc, on est tous très contents. Alors, on va s'intéresser à vos travaux dans un instant. Votre domaine de réflexion, c'est les inégalités. Je vous propose qu'on commence par l'actualité du jour. Les ministres des Finances du G7 sont réunis jusqu'à demain à Londres. Ils doivent acter la mise en place d'une réforme ambitieuse de la fiscalité des multinationales. L'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie vont défendre une position commune sur un impôt minimal mondial sur les sociétés. Est-ce que vous y êtes favorable ? Oui, tout à fait. Je pense de cette manière, on y est tous favorables. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de changer un peu le cours des choses, qui jusqu'ici était un peu une course au moins 10 ans fiscal. Si je baisse mon impôt sur les sociétés, je peux attirer des multinationales. Et donc, je vais, au détriment des autres, augmenter ma base fiscale, mes revenus fiscaux à moi, mais au détriment d'autres pays. Et donc, c'est cet engrenage négatif qu'on essaye de changer. Et l'avantage, c'est que du coup, si on fait ça, on peut rester dans une dynamique de mondialisation plus équilibrée. Et ça me semble évidemment beaucoup plus approprié qu'une stratégie de repli. On rediscute de tout ça, c'est un peu sous l'impulsion de l'administration Biden, qui a d'abord évoqué un taux d'impôt sur les sociétés de 21% avant de se raviser pour 15%. 15%, est-ce que c'est un bon chiffre ou est-ce que c'est trop peu ? Je pense que c'est difficile de le dire parce que l'enjeu, c'est de trouver un chemin de crête, c'est-à-dire qu'on aimerait plus, mais on veut aussi que ce soit faisable. Et donc, il faut trouver les équilibres entre les uns et les autres. Et voilà, la France porte depuis longtemps des messages qui sont un peu plus proches de 21% que de 15%. L'OCDE aussi, depuis longtemps, portait cet agenda. Là, on a enfin une opportunité pour que ça se concrétise. Et donc, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, il faut être suffisamment ambitieux, mais pas trop. Donc, c'est ça. Si je vous comprends bien, il vaut mieux un chiffre plus bas, mais sur lequel tout le monde se mette d'accord, que des disparités, en fait. C'est un peu toujours ça, oui, l'équilibre qui est difficile à trouver. C'est aussi d'un premier pas, ensuite faire davantage. Mais voilà, c'est ça qui va se jouer dans les prochains jours. Et donc, je pense que ça, c'est à ceux qui négocient et c'est à eux qu'il appartient de faire ce choix et on peut, je pense, leur faire confiance. On va s'intéresser maintenant à vos recherches. Votre postulat de départ, c'est que l'innovation aujourd'hui est une source d'inégalité et aussi, et ça c'est moins documenté, que les inégalités ralentissent l'innovation. À vous entendre, le serpent se mord la queue en fait. Oui, c'est ça, ça peut être un cercle vicieux. Et donc moi, dans mes travaux avec mes co-auteurs, ce qui m'a notamment intéressé, c'est de regarder qui devenait innovateurs, que ce soit entrepreneurs, scientifiques ou autres. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait de grosses disparités en fonction des origines familiales, territoriales, du revenu de vos parents, de qui est dans votre famille. Est-ce que vous avez des entrepreneurs dans votre famille, par exemple? Et donc, qualitativement, ce n'est pas très surprenant comme constat. Mais ce qui était plus surprenant pour nous, c'était l'ampleur de ces différences. Un chiffre, c'est qu'il y a, par exemple, 10 fois plus de chances pour quelqu'un qui est dans une famille du décile supérieur, top 10% dans la distribution des revenus des parents, par opposition à quelqu'un qui est en dessous de la moyenne, de devenir un innovateur, même s'ils ont les mêmes aptitudes, par exemple les mêmes résultats scolaires en maths. Et donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a, à notre sens, en fait, un grand vivier de talents, de gens qui pourraient contribuer à l'innovation, à la science, mais qui ne sont pas portés à se tourner vers ces métiers-là, parce que ça ne fait pas partie de l'environnement, ils ne se projettent pas dans ces métiers-là. Et on pense qu'on peut agir concrètement pour les mobiliser, et que c'est donc bien pour lutter contre l'inégalité des chances face à l'innovation, mais aussi pour augmenter la croissance pour tout le monde. Quel impact sur la croissance, justement, si on arrive à actionner ce vivier? Je pense que l'ordre de grandeur à retenir, c'est que nous pensons qu'il faudrait dépenser 100 millions pour avoir une politique nationale d'innovation par tous ambitieuse, et que le retour sur investissement, après 5-10 ans, ce serait de l'ordre de plus 5 milliards de croissance chaque année. Donc c'est un retour sur investissement vraiment substantiel. C'est un peu le Bourdieu 4.0 en fait. Effectivement, c'est assez proche de Bourdieu, mais c'est quelque chose qu'on a trouvé dans les données. Moi, je n'étais pas du tout allé avec une idée préconçue. Ça aurait pu être quelque chose de très faible comme effet. Il se trouve que c'est très large. Donc maintenant, on travaille à passer du diagnostic aux propositions, avec par exemple le Conseil d'analyse économique dont je fais partie, qui est rattaché au Premier ministre et qui essaye d'étudier ce qu'on peut faire concrètement. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ?
En fait, on a beaucoup d'idées et ce qui manque, c'est plutôt un budget d'emblée. Et donc, je vous donnais les ordres de grandeur. Mais après, les moyens d'action, ça pourrait être par exemple du mentorat à grande échelle. Il y a un plan récemment lancé, un jeune, un mentor, qui n'est pas fixé sur les... Voilà, pas orienté innovation. Donc, nous, on voudrait que ce soit plus orienté sur la sensibilisation à l'innovation, que ce soit davantage ciblé, par exemple sur territoires où il y a moins d'innovation, sur peut-être certains lycées, en zone d'éducation prioritaire, ce genre de choses. Et puis, il y a d'autres leviers, des ateliers d'innovation, d'initiation à la science dans les collèges, lycées et autres. Les internats d'excellence, c'est un autre moyen. Donc, il y a toute cette palette d'actions qu'on connaît un peu et qui est déjà utilisée, mais en ordre dispersé par des acteurs différents, des associations et autres. Donc, nous, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est qu'il y ait une coordination et un effort qui soit vraiment poussé dans le temps. Et un effort qui est d'autant plus nécessaire peut-être que l'économie mondiale est chamboulée par la pandémie. Il s'agit désormais d'envisager les scénarios pour l'après-pandémie. Vous avez, vous, pensé une stratégie de la résilience? Ça consiste en quoi? En fait, ça part du constat qu'il y avait évidemment eu des pénuries dans la crise sanitaire, mais on n'a encore pas vraiment de diagnostic largement partagé sur là où on est vulnérable. Et donc nous, on a fait un travail qui part de données très détaillées sur les importations, toutes les importations en France, à partir des données des douanes, pour voir où est-ce qu'on est vulnérable. Et un exemple, c'est les principes actifs des médicaments, paracétamol. Il y en a beaucoup qui viennent de Chine, ces principes actifs, et donc on est dépendant. Et nous, on a fait une cartographie à grande échelle, et le résultat, c'est qu'il y a 4% des importations françaises qui sont dans cette situation de dépendance vis-à-vis de pays extra-européens. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un sujet qu'il faut prendre au sérieux, et c'est un sujet qu'on peut aussi aborder sereinement, au sens où ce n'est pas 100% des importations, ce n'est pas non plus 0%, c'est 4%, ça peut être important. Il y a même des choses comme les semi-conducteurs, ça peut mettre à plat toute une filière importante comme l'automobile. Et donc, on a une stratégie ensuite avec plusieurs volets pour aller produit par produit et avoir une réponse. Ça, c'est le diagnostic. Comment vous voyez la reprise maintenant? Sur les propositions sur la reprise économique, on sait qu'une grande crise s'annonce. Quelle solution vous voyez? Alors sur ça, l'essentiel, c'est le maître mot, c'est la confiance, on peut dire. C'est-à-dire qu'on a fait le quoi qu'il en coûte pendant un temps substantiel. Il va falloir sortir de ça, mais de manière progressive pour ne pas casser la confiance. Et donc c'est ce qui a déjà été annoncé. Et donc les aides vont être réduites, mais de manière progressive, de manière à maintenir la confiance. Et l'autre volet, c'est de bien surveiller les faillites d'entreprise. Donc il y a des solutions innovantes d'ailleurs pour faire ça. Un exemple, c'est une start-up qui s'appelle Signaux Faibles, qui travaille avec les administrations et qui essaye de prédire là où il va y avoir des faillites. Mais ça n'empêchera pas les faillites pour autant. Il y aura des faillites, il y a toujours des faillites. D'ailleurs, en fait, l'année dernière, il y a eu moins de faillites qu'en temps normal. Et donc, on reviendra à minima au niveau de faillite habituel. Donc, ce qu'il faut, c'est que ça se passe du mieux possible. Donc, à la fois avec cet accompagnement, on anticipe qu'il va être en faillite, on accompagne, et puis on maintient la confiance de manière à ce qu'il n'y ait pas soudainement une vague brutale de faillite. Il y a des plans de relance. On dit que le plan de relance américain est peut-être plus solide, plus ambitieux, peut-être pas le plan de relance européen. Vous en dites quoi? Est-ce que l'Europe devra en faire plus? Je pense qu'à ce stade, l'enjeu, c'est plutôt de dépenser ce qui a déjà été voté. Et donc le plan européen actuellement est quand même assez bien calibré à mon sens. On a aussi plein de dispositifs automatiques en France, comme le chômage partiel qui n'existe pas aux États-Unis, et donc ça nous a beaucoup aidé. Et donc, je pense qu'on est bien armé pour faire face à ça, et à nouveau, on peut garder confiance. Vous l'évoquez, vous êtes au Conseil d'analyse économique qui est rattaché donc au Premier ministre français. Vous avez participé à la commission Arthuis sur la dette française. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette dette? Est-ce qu'il faut l'annuler? Il ne faut certainement pas l'annuler. Moi, je pense que ce serait une folie. C'est ouvrir une boîte de Pandore. Et ce serait surréagir, étant donné l'état de la soutenabilité de la dette, qui à court terme est bon. Et en fait, l'enjeu, c'est de comprendre que d'une part, pendant la crise, on a augmenté la dette, c'est tout à fait normal. C'était pour de bonnes raisons, pour répondre à l'urgence et répartir le coût de la crise sur plusieurs générations. Et donc, il faut distinguer ça d'une dette chronique qui s'accumule pour des raisons autres. Et donc, ce qu'il faut, c'est plutôt maîtriser la dette chronique et le faire dans le temps. Donc, il n'y a pas d'urgence, mais il faut trouver ce chemin de crête à nouveau. D'un mot pour conclure, on ne vous sent pas très inquiet? Il faut être ni optimiste BA, ni pessimiste. Il faut être déterminé, trouver les bons diagnostics, trouver les bonnes propositions. Et les diagnostics, c'est ce à quoi vous travaillez et pour lequel vous avez été nommé meilleur jeune économiste en France, Xavier Jarvel. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur le plateau de 64 minutes.